BFM Business, le club du droit, présenté par Fabrice Lundy. Bonjour à tous, avec de plus en plus d'adhérents dans ce club du droit en 2018, si j'en juge vos commentaires, vos questions. Oui, on est là chaque semaine sur BFM Business pour vous aider, pour vous guider, pour vous conseiller au milieu du maquis de la loi. Alors, bienvenue dans le club du droit. Et pendant une vingtaine de minutes, le plein d'infos pratiques, infos juridiques. Reste avec nous dans 2 minutes, l'acte de la semaine, le dossier de la semaine, gros plan sur les sociétés agricoles, alors que se termine ce week-end le Salon de l'agriculture de Paris. Vos questions, bien sûr, je vous le disais, et merci à tous, merci à toutes, le club du droit, @bfmbusiness.fr pour démarrer les news de la semaine, ce qui s'est passé cette semaine avec Erwan Maurice. Bonjour Erwan. Bonjour Fabrice. Erwan, on va démarrer par l'immobilier, foisonnement d'informations immobilières. Alors, souscrire à un prêt immobilier quand on est senior, pas toujours facile justement. Pourtant, il y a des banques qui proposent des offres adaptées à leur profil. Racontez-nous. Bah oui, tout à fait. On pourrait croire que les seniors ne peuvent pas forcément emprunter quand ils le souhaitent. C'est faux, détrompez-vous. Ils sont quand même 10%, les 55-65 ans, 10% donc à pouvoir emprunter, 10% des dossiers au total, donc selon le courtier La Centrale de financement. Et c'est en hausse ? En hausse en plus de 10%, encore une fois, depuis 2 ans. Alors il y a 2 raisons à ça. D'abord, allongement de la vie. On vit plus longtemps, donc forcément on peut emprunter plus longtemps. C'est mathématique, tout à fait. Et également des offres qui sont proposées pour ce type d'emprunteur. C'est ça, des offres adaptées au profil des seniors. Oui, notamment le prêt à palier. Avez-vous déjà entendu parler du prêt à palier ? Non. Ça vous permet... Je ne suis pas encore senior, c'est pour ça. C'est pour ça, Fabrice. Voilà. Ça vous permet de rembourser des sommes importantes avant d'être à la retraite et puis ensuite des sommes plus faibles une fois que vous avez votre pension de retraite. Et donc, ça permet aux seniors effectivement d'emprunter plus facilement. C'est bien pratique. Certains s'attendaient peut-être à une baisse des droits de succession sur l'assurance vie. Ce n'est pas le cas. Le gouvernement, il a rappelé la règle très fermement. Bruno Le Maire, en personne, ministre de l'économie, a dit que ça ne serait pas le cas. Pas de changement sur les droits de succession de l'assurance vie. Alors, rappelons qu'il y a une fiscalité qui s'applique sur ces droits de succession, sur l'argent qui est déposé après les 70 ans. Donc, une fiscalité qui vise à décourager le recours tardif à l'assurance vie dans le but d'échapper à la fiscalité successorale. L'espérance de vie augmente. On pouvait donc s'attendre à ce que l'âge limite de 70 ans soit réévalué. Mais non. Finalement, le gouvernement estime que ce régime fiscal est déjà suffisamment avantageux et que donc il ne changera pas. On reparlera du droit des affaires d'ici 20 minutes. Ce sera donc dans le Saviez-vous, avec des notaires qui montent en puissance sur ce sujet. 2 startups françaises s'associent pour permettre aux créateurs d'entreprises de réaliser toutes leurs démarches en ligne très facilement, très simplement. Tout à fait. Ce sont donc la Legal Tech, start-up du droit, donc là en l'occurrence Legal Life, c'est son nom, et la FinTech, start-up de la finance, avec IBAN First, donc 2 start-up qui vont s'associer pour ouvrir un guichet en ligne de création d'entreprise. L'objectif, accompagner les entrepreneurs dans leur démarche de création d'entreprise à travers différentes étapes, la création des statuts de la société, l'obtention du certificat de dépôt du capital ou l'enregistrement au greffe. Donc c'est plus simple, le processus c'est large. Ça prend combien de temps ? Ça prend 4 à 5 jours, au lieu de plus d'une semaine d'attente par une formalité classique. Voilà, formalité classique. Ça coûte combien ? Il faut passer normalement par les banques, par les avocats, par les experts comptables. Là, c'est le délai est raccourci et le prix aussi, puisqu'on paiera moins de 500 € pour ces démarches. Et ben voilà, c'est simple, c'est pratique. Merci beaucoup, Erwan Maurice. Merci. L'acte de la semaine, tout de suite. BFM Business, le club du droit, l'acte de la semaine. Ouais, gros plan sur les sociétés agricoles. Et il a passé 10 jours installé avec ses collègues notaires au Salon de l'agriculture. Jean-Christophe Hoche, maître Hoche, bonjour. Bonjour Fabrice. Notaire à Juliena, on est dans le département du Rhône. On est dans le Beaujolais justement. Et vous présidez l'Institut notarial de l'espace rural et de l'environnement. Oui, les notaires très mobilisés au Salon de l'agriculture. Vous avez du monde pendant ces 10 jours. Écoutez, on ne fait que des consultations, du tout venant, de l'agricole. Nous sommes à la disposition du public, notaires, services publics. Nous sommes là et toujours présents. Bravo. Bon, alors on va parler des sociétés agricoles, parce que c'est vrai que derrière un agriculteur, il y a un entrepreneur, il y a un investisseur. Il y a 400 000 exploitations aujourd'hui en France. Tiens, déjà, est-ce qu'il faut créer une société agricole ? Écoutez, Fabrice, la réponse est un peu bête. Créer une société, oui. Mais c'est la question qui est bête et la réponse, elle est évidente. Bien entendu, mais encore faut-il avoir un associé. Oui.
l'affectio societatis, c'est du latin, désolé, hein, mais l'affectio societatis, c'est la base. Il faut avoir un associé. Non, effectivement, sur le type d'installation, là, je vous devance. Entreprise individuelle ou commerciale. Et c'est commercial si j'ai un associé. Ouais, c'est-à-dire que c'est utile, ça permet de regrouper des moyens matériels, des moyens humains, bien sûr. Ça permet aussi d'assurer la pérennité de l'entreprise et puis préparer la transmission. On en parlera justement. Finalement, une entreprise agricole, c'est une entreprise comme les autres. C'est exactement une entreprise comme les autres. Petite particularité quand même, hein. C'est à la base d'une société civile. Alors tout ce que vous connaissez sur la SA, la SARL, hop, vous oubliez. Ah, il n'y en a pas dans le... Si, il y en a, mais... Mais c'est pas le plus. Non, ça, on pourra peut-être l'utiliser, peut-être éventuellement pour nous aider sur des structures de commercialisation si on fait un peu trop de chiffre d'affaires commercial. Non, BA, bénéfice agricole, c'est la base. Bon, alors, donc, on peut s'installer en entreprise individuelle, vous nous le disiez. On peut créer une société. Est-ce que je peux créer mon statut d'auto-entrepreneur dans le monde agricole? Non. C'est non, hein. Non, on est au forfait, éventuellement. Ouais. On a le régime du forfait, le régime du réel. Non. Non, l'agriculture, c'est pas du prêt-à-porter. C'est du sur-mesure, Fabrice. Oui, enfin bon, là, les auto-entrepreneurs, ça aussi, leur légitimité, leur cohérence. C'est pas forcément, ils font pas tous du prêt-à-porter. Hein. Bon. Oui, mais ils ont un régime fiscal, qui est le régime du forfait, qui s'y apparente énormément. Alors, donc, on parle des sociétés agricoles. C'est quoi les grands types de sociétés agricoles? Il y a combien de familles, de grandes familles de sociétés agricoles? Bon, on a la première grande famille, qui est la société qui va gérer le foncier. Oui. Hein. Groupement foncier agricole. Donc les sociétés foncières. Oui, groupement foncier agricole, groupement forestier, groupement foncier ruraux. Voilà. Ça, c'est la première. Première famille. Deuxième famille, les sociétés d'exploitation. Les sociétés d'exploitation, alors là, on part dans l'acronyme, hein, je suis désolé. C'est la mode. Allez, EARL, exploitation agricole à responsabilité limitée. SCEA, société civile d'exploitation agricole. GAEC. Ah, les GAEC, oui. Groupement agricole d'exploitation en commun. Voilà. Après, on peut peut-être avoir les CUMA, coopératives d'utilisation du matériel agricole, qui vont peut-être s'adjoindre. Et puis, on peut retrouver la dernière grande catégorie. Les sociétés commerciales, troisième grande famille. Exactement. Mais qui, elles, vont être tout simplement derrière la production et vont être sur la commercialisation de la production. On peut peut-être pouvoir les faire revenir, mais c'est vraiment du cas par cas. Donc là, on peut retrouver des SARL, des sociétés anonymes, des SNC, voilà, qu'on connaît un petit peu partout. Oui, on va retrouver de la SAS essentiellement. Hein. Alors là, on a eu les trois grands types de sociétés agricoles, société foncière, société de gestion, société commerciale. Comment on choisit la forme de société la mieux adaptée? Je sais pas. Ah bah attendez, vous êtes notaire ou pas? Ah bah non, je sais pas du tout. Si je viens vous voir et je vais vous dire, tiens, en fait, attendez, je choisis quoi? Je vous ai dit tout à l'heure du sur-mesure. Ah. Je n'ai pas de recette miracle. Il va falloir que je vous écoute. Je vais faire de la maïotique, hein. On va faire accoucher votre esprit. On va regarder ce que vous voulez faire. On va écouter surtout la volonté de s'associer. Alors oui, on est dans le cadre du transmission. Je m'associe à mon père, et puis petit à petit, mon père va prendre sa retraite, et je vais reprendre l'exploitation. Je m'associe avec quelqu'un qui est financier, et effectivement, on va associer nos moyens afin de développer le business. Je m'associe avec un autre agriculteur qui est complémentaire. Je vais m'associer à quelqu'un qui veut faire de la méthanisation derrière mon élevage. Oui, il y a énormément de choses. Alors, les premières choses comme ça. SCEA, EARL, GAEC. L'EARL, c'est une société exploitation agricole à responsabilité limitée. Oui, j'ai ma responsabilité limitée par rapport aux engagements que j'ai mis dedans. Rigolo. Et en anglais, EARL, EARL, ça veut dire duc. C'est rigolo, mais bon, allez. L'essentiel dans l'EARL, il faut avoir un exploitant qui a obligatoirement plus de 50% de détention du capital. Voilà. Tout à fait. Si je n'ai pas ça, je passe sur la SCEA, Société civile d'exploitation agricole. Elle est utilisée, elle peut avoir des associés personnes morales. Elle est un peu dans l'œil du viseur, hein, notamment avec la loi sur l'accaparement de l'année dernière. Il faut faire un peu attention. Elle favorise des montages de type holding et des choses qu'on ne veut pas trop voir en agriculture. GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun, 2 exploitants. Puisque nous n'avons que des associés exploitants, 2 exploitants se mettent en commun et fédèrent leurs moyens. Donc, ce qu'on va faire, on va voir le notaire ou le docteur, parce qu'apparemment vous êtes un petit peu docteur aussi. On va analyser les facteurs humains, l'étude économique du projet, les conséquences patrimoniales. Tout ça, on met tout ça dans un pot, on regarde et puis on en sort une des formules. Exactement, ouais. En fonction surtout des objectifs. N'oubliez pas, le notaire ne regarde pas à court terme la loi fiscale, qu'est-ce que vous allez pouvoir déduire demain ou après-demain. Non, on regarde sur le long terme le patrimoine, la transmission, la pérennité de l'entreprise.
on voit aujourd'hui nos clients qui viennent vers l'âge de 50 ans commencer à nous poser la question. Qu'est-ce que je vais faire de mon exploitation? N'oublions pas, 30% aujourd'hui des installations sont ce que l'on appelle hors cadre familial. C'est-à-dire que ce n'est plus l'enfant qui va s'installer. Donc si l'enfant ne va pas s'installer, je vais trouver un successeur dans mon entreprise. Il va falloir que je réfléchisse aussi au portage du foncier, qui est le support. On va y revenir. Vous avez mis le doigt sur un sujet essentiel. Juste, on s'enseigne chez qui? Le notaire, les chambres d'agriculture? C'est quoi la bonne adresse? Vous allez me dire, bon, chez moi, venez chez moi. Oui, mais venez chez moi. Non, on prend son expert comptable, son notaire, on les fait travailler tous les deux. Et là, effectivement, on phosphore. Il y a un régime fiscal différent selon les grands types de sociétés agricoles? Parce que ça aussi, c'est un paramètre important à prendre en compte. Régime du forfait pour les petites entreprises pluriactifs, régime du bénéfice agricole, le BA, pour le régime du réel. C'est un régime uniforme pour tout le monde. Juste la transmission, la succession, puisque vous l'avez abordé il y a quelques instants, Maître Hoche. Quelles en sont les règles? Comment effectuer la transmission en évitant les mésententes quand on est dans le domaine agricole? Parce que toutes les exploitations ne trouvent pas forcément de repreneurs systématiquement. C'est un peu ce que je vous disais en préambule. L'affectio societatis, la volonté de travailler en commun, la volonté de s'associer. Si je ne l'ai pas, je ne veux pas me mettre en société. Si je veux transmettre, mais que je ne veux pas m'associer, je vais transmettre mon exploitation. Là, on fera très attention. Le droit rural est très vigilant et a ses particularités. Le statut des baux ruraux est un statut d'ordre public et la transmission du bail, elle, ne se fait pas. Toutes les exploitations, est-ce qu'elles trouvent un repreneur? Je regardais des chiffres. De 700 000 exploitations, on est passé donc en quelques années à 400 000 aujourd'hui. On nous dit que dans les 5 ans qui viennent, 100 000 fermes pourraient encore disparaître. Bon, il y a un problème au niveau de la fiscalité. C'est dû à quoi, à votre avis, Maître Hoche? C'est quand même un enjeu. Il y a un enjeu sociétal aujourd'hui. Il y a besoin de nous nourrir. Oui, bien Alors, sûr. on ne va pas partir sur pourquoi des exploitations disparaissent? Peut-être qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de rentabilité. J'ai entendu parler des états généraux de l'alimentation. Je suis ça de près. Je vois mes clients, ce qu'ils gagnent. Je dirais que pour certains... C'est pas attractif. Écoutez, c'est pas business. La fiscalité, en Allemagne, l'héritier est taxé seulement pour 10% de la valeur de l'acquisition, avec un dégrèvement dès qu'il exploite sa terre plus de 5 ans. En France, l'impôt de succession grimpe en fonction des prix de vente les plus hauts. Bon... Ça aussi, ça doit être un petit peu contraignant, non? C'est contraignant, mais en anticipant, on peut y arriver. On a 2 outils à portée de main. Le premier, c'est la fiscalité des baux à long terme. Oui. Sur une tranche de, je vais être schématique, 0 à 100 000 euros, ce que je transmets est exonéré des 3/4, au-delà de moitié. Donc vous voyez, en anticipant la transmission, en faisant du démembrement, on peut quand même transmettre une certaine valeur. Deuxième technique, mais là, cette fois-ci, on va dans le droit des sociétés. Le pacte Dutreil. Le pacte Dutreil, en utilisant bien... Qui s'applique, bien sûr. Bien entendu, il s'applique, c'est une entreprise comme une autre. Je peux avoir une exonération des 3/4 des actifs. Il restera encore des entreprises familiales. Le modèle familial agricole, est-ce qu'il n'est pas en train de se réduire? Je ne dis pas disparaître, mais de se réduire. On est aujourd'hui à la veille d'une grande loi sur le foncier agricole. Oui, tous les OPA, alors attention, ce n'est pas une offre publique d'achat, organisation professionnelle agricole. C'est encore un acronyme typiquement agricole. Tout le monde en ce moment est en train de réfléchir pour revoir effectivement ça, revoir le portage du foncier, revoir le bail à ferme, revoir effectivement toute l'agriculture, puisqu'on parle des états généraux, c'est-à-dire le revenu. On va aller voir maintenant les modalités d'exploitation. Vous parliez d'OPA aussi, restons dans cette famille aussi. Est-ce qu'on n'assiste pas à une sorte de financiarisation de la terre agricole quand on voit des exploitations rachetées par des investisseurs, des intérêts étrangers aussi? On dit que les Chinois, par exemple, rachètent des vignes. Je ne sais pas ce qui se passe du côté du Beaujolais, à Juliena. Non, pour Juliena, non, ça va encore. Mais oui, force est de constater en Europe que le prix de nos terres est inférieur et bien bas. Ça peut attirer des convoitises, mais j'ai cru entendre, et je ne sais pas que j'ai cru entendre, notre président de la République veut protéger la souveraineté de la France en la matière. Tant mieux, et on va le suivre, et en tant que notaire, nous allons obligatoirement suivre tout ça. En durcissant le décret Montebourg, voilà, en effet, pour les grandes entreprises, et pourquoi pas les entreprises agricoles. Merci, maître Jean-Christophe Hoche, notaire à Juliena, dans le Rhône, qui préside l'Institut notarial de l'espace rural et de l'environnement. Bon repos après ces 10 jours au sein de l'agriculture. À très bientôt, bon retour. Merci Fabrice. Passez-moi le notaire, s'il vous plaît. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.
Et elle est venue une nouvelle fois avec son code civil, Nathalie Cousigou-Suas, notaire à Paris 5e. Bonjour maître. Bonjour à tous. Pour répondre aux questions qui nous sont arrivées très nombreuses, je le disais toujours, le club du droit @bfmbusiness.fr. Très peu de temps, on avait été bien bavard avec Maître Roche, c'était passionnant. Eva à Reims qui nous a contactés dans le département de la Marne, qui nous raconte son histoire personnelle, qui nous dit: en 1990, mes parents ont modifié leur régime matrimonial pour adopter la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale aux conjoints survivants. Changement qui n'aurait pas été homologué par le tribunal, nous dit-elle. Quelles conséquences? Elle précise même que sa mère vient de décéder. Bon, je suppose qu'il reste encore le père. Qu'est-ce que vous comprenez dans cette histoire, Nathalie Cousigou-Suas? Alors, ce que je comprends, c'est que les parents de notre auditrice ont voulu ce qui s'appelle modifier leur régime matrimonial. C'est-à-dire qu'ils n'avaient peut-être pas fait de contrat avant de se marier, ou peut-être qu'ils en avaient fait un, qui ne leur semblait plus adapté. Donc, ils ont souhaité modifier leur régime matrimonial. Donc, pour ce faire... Et ça, on peut le faire, hein? On peut le faire voilà. Après 2 ans d'application, 2 ans. Fabrique. C'est ça. Après 2 ans d'application, on peut le faire, on peut changer de régime. Alors là, c'est du sur-mesure. Hein. C'était un peu comme nos sociétés agricoles. Comme avec Maître Roche. Il faut vraiment, c'est du sur-mesure et pas du prêt-à-porter. Alors, il y a du sur-mesure, on va le rappeler, parce que c'est vrai qu'il y a différents régimes matrimoniaux. Bien Allez, on sûr. va faire simple, parce que vous êtes déjà venu ici même nous Bien l'expliquer. sûr. Séparation de biens pur et simple. Voilà, séparation de biens avec société d'acquet. Alors, un contrat qui a mauvaise réputation, mais qui, à mon sens, mérite d'être découvert, c'est la participation aux acquets, qui est le régime légal, Fabrice, Oui. des pays C'est un scandinaves. peu le mix hein, qu'il y a C'est un entre peu le mixte, exactement. séparation et de communauté. biens et Ouais. communauté, Ouais. qui permet à la fois de préserver les intérêts de la famille si l'un fait de mauvaises affaires, tout en réunissant en fait les valeurs en cas de séparation ou de décès. Et là, c'est ce qu'ont fait les parents de notre auditeur. Ils ont fait une communauté universelle élargie, avec vraisemblablement une clause d'attribution de la communauté aux survivants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sous ces termes un peu compliqués? Eh bien, ce régime-là permet, par une fiction juridique, de considérer qu'au décès, on fait comme si tous les biens qui ont été acquis par les époux ont toujours appartenu aux survivants, Bien. rétroactivement, Bien. de sorte qu'aucune succession ne s'ouvre et, partant, aucun droit de succession au premier pratique. décès. Sauf que c'était très usité avant 2007, lorsque le conjoint survivant, Fabrice, payait encore des droits de succession. Depuis 2007, il n'y a plus du tout de droits de succession à la suite d'un décès pour le conjoint, comme pour le partenaire pacsé. Donc le contrat, le changement de régime de communauté universelle avec clause d'attribution a un peu perdu Parce que de sa vigueur. elle dit changement qui n'aurait pas été homologué par le Oui. tribunal. Ça veut dire qu'un juge était amené à s'intéresser à un contrat de mariage. À l'époque, Ouais. c'était avant 2006. C'est ça, C'est-à-dire oui, que d'accord. maintenant, le changement de régime est beaucoup plus souple. Maintenant, il suffit d'aller voir son notaire et de soumettre le changement projeté. Alors, non pas à l'autorisation, mais d'avertir les enfants et les créanciers. S'il n'y a pas d'opposition, le changement prend application. Là, manifestement, c'était avant 2006, donc il fallait requérir l'homologation auprès du président du tribunal de grande instance, ce qui n'a pas été fait Et ou peut-être donc- a été refusé. Voilà, et c'est donc, refusé. c'est lettre morte. Il n'y a pas eu de Dommage. changement de régime, donc il y a une succession qui s'ouvre. Ça ne veut pas dire pour autant que le père ne va pas être protégé. Hein. Voilà, dommage pour Eva, peut-être, qui nous contactait de Reims. Claude à Paris. Claude, je ne sais pas, c'est un monsieur ou une dame, peu importe. Ma belle-sœur vient de vendre un appartement avant d'être placée sous curatelle renforcée car malade mentale. Le notaire de l'agence immobilière l'a représenté et l'acheteur avait choisi le sien. Cette vente peut-elle être contestée? Bon, attendez, il y a plusieurs questions, j'ai l'impression, que Nathalie Cousigou-Suas. Bon, déjà, est-ce qu'on peut vendre un bien en état de faiblesse? Alors, bien sûr que non. Bon. Hein, mais il faut pour autant être déclaré. L'état de faiblesse... Parce que ne vous se êtes notaire, décrète pas. comment vous vérifiez que le vendeur il a toutes ses capacités? Eh ben, on essaye de voir la personne. Donc, manifestement, peut-être que cette personne ne s'est pas déplacée chez le notaire. Donc, on essaye de rencontrer la personne. Mais attention, le notaire, il n'est pas psychiatre. Ah non. Donc, s'il a un doute, il doit requérir un certificat médical. Il faut avoir le doute. Et le Donc, fait qu'il y ait eu le notaire de l'agence ne signifie pas que le notaire était inféodé à l'agence. Ah oui, ça c'est aussi l'autre question Ouais. aussi. Hein. On va repréciser comme on le fait régulièrement dans ce club du droit sur BFM Business. Un notaire, c'est pas comme un avocat. Il ne défend pas une partie. Hein. Voilà. Il peut y en avoir qu'un qui jouerait. Finalement, il est là pour appliquer Mais le oui, droit, pour conseiller. Le rôle d'un avocat, et c'est tout à fait à son honneur, Voilà. c'est de trouver les arguments pour défendre son client. Voilà. Le rôle du notaire, c'est le notaire, c'est l'homme du contrat. C'est de faire en sorte que le contrat soit équilibré.
hein. C'est quoi la curatelle renforcée Alors, la qui en curatelle, décide? alors, Parce vous que savez, là, en fait, il y a- ce qu'elle précise dans une deuxième partie de question, elle dit, voilà, Oui. ça avait été demandé par son banquier. La procédure, elle est initiée par qui? Alors, elle est initiée par toute personne qui y a intérêt. Alors, la curatelle renforcée, c'est une mesure de protection qui fait que la personne ne va pas pouvoir agir sans l'accord de Seule. son curataire. Bien sûr. Donc, alors, tout n'est pas perdu pour notre ami. C'est-à-dire que la loi elle prévoit en quelque sorte une sorte de période suspecte. C'est-à-dire que dans les 2 ans avant la mise sous protection, on peut revenir éventuellement sur les actes qui ont été faits, sachant qu'a priori, on est censé avoir toute sa tête, hein. On peut revenir dans les 2 ans auparavant sur les actes qui ont été faits. Alors, soit en demandant ce qui s'appelle la réduction. Par exemple, on considère que le contrat est déséquilibré, on demande à ce qu'il soit remanié, ou carrément l'annulation, mais pour autant que ça crée un préjudice à la personne vulnérable. Hein, c'est la personne vulnérable qui doit être protégée, non pas ses héritiers. Allez, dernière question. Barthélemy à Toulouse, en Haute-Garonne, qui nous dit « Je veux adopter de façon plénière l'enfant que ma femme a eu d'une précédente union. Son père biologique est décédé. Est-ce que c'est envisageable ?» Alors, est-ce qu'une adoption plénière est envisageable si le père de l'enfant est décédé, maître Cousigo-Suas? Alors déjà, c'est envisageable déjà sous 2 conditions. Oui. Il faut que l'enfant ait moins de 15 ans. D'ailleurs, s'il a plus de 13 ans, il doit consentir personnellement à son adoption, parce Lui-même. qu'on considère que c'est un acte personnel et qui a vraiment son importance pour l'enfant. Alors, Donc ça, si c'est le la première père, condition. ça c'est la première condition. Et alors, ça ne suffit pas que le père biologique soit décédé, il faut aussi que les ascendants directs, les c'est-à-dire grands-parents. papy et mamie, Oui. les grands-parents soient aussi décédés, ou ait complètement manifesté un désintérêt pour l'enfant. Mais ce qu'on comprend, Fabrice, parce que l'adoption plénière, ça rompt tout lien avec la famille par le sang paternel. Donc, si d'aventure il restait des grands-parents, grands-parents. l'adoption plénière leur serait défavorable puisque leur petit-fils perdrait tout lien juridique Non, avec de eux. façon générale, les grands-parents, ils doivent toujours conserver un lien un peu au pro avec leurs Mais petits-enfants. évidemment. Ouais. Donc là, si les grands-parents sont là, non, ce n'est pas possible. Alors, tout n'est pas perdu. On peut adopter simplement, ce qui sera peu ou prou les mêmes conséquences qu'une adoption plénière pour notre auditeur. En règle générale, l'adoption plénière, elle est possible. Là, au-delà du fait que le père biologique est décédé, quelles sont les règles, juste d'un mot, d'une adoption plénière? L'adoptant, en cas de mariage, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que le fait que l'on adopte plénièrement l'enfant le fait vraiment entrer dans la famille de l'adoptant et il est considéré vraiment comme un enfant à part entière. En droit français, Fabrice, on n'établit pas de hiérarchie selon la nature des filiations. On est L'enfant, tous égaux. Je vais dire légitime, Voilà. naturel, et puis Exactement. un enfant adopté. On a tous les mêmes, Heureusement. tous les enfants ont les mêmes droits. Donc ça, il n'y a pas de difficulté. Donc il héritera. Une des seules différences entre l'adoption simple et l'adoption plénière, Oui. c'est qu'on ne peut pas, quand on est adopté plénièrement, on ne peut pas être déshérité par les grands-parents de l'adoptant. Tandis qu'on peut l'être quand c'est une adoption simple. Et l'adoption simple, d'un mot, c'est L'adoption simple, en fait, on garde les liens avec la famille par le sang. Vous nous C'est-à-dire disiez tout qu'on à l'heure. s'agrège une famille, on n'en fait pas disparaître une autre, à la différence de l'adoption plénière. C'est très clair. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous. Cousigo-Suas, notaire Merci. à Paris 5e. Le saviez-vous pour terminer? BFM Business, le club du droit. Le saviez-vous? Et chaque semaine, on part à la rencontre des notaires, une profession qui ratisse tous azimuts et qui, par exemple, je vous le disais tout à l'heure, monte en gamme dans le droit des affaires. Reportage en Normandie commenté par Erwan Maurice. Nous sommes à Rouen. Henri Cavelan a rendez-vous avec son notaire, celui qui a créé il y a 15 ans Autocréa, une société spécialisée dans le set de table publicitaire. Il ne vient ni pour une succession ni pour une acquisition immobilière. Aujourd'hui, l'entrepreneur de Mont-Saint-Aignan souhaite obtenir des conseils sur un projet d'investissement. Henri Cavelan. Quand m'est venue la passion de l'immobilier, que j'ai commencé à rencontrer les notaires pour l'immobilier, j'ai découvert effectivement chez le notaire aussi des qualités en termes de droit des affaires qui pouvaient tout à fait se substituer aux conseils que je pouvais avoir auprès d'un avocat. Droit des affaires, notaire, l'attelage, contrairement aux idées reçues, remonte au début du siècle dernier. Maître François Lecomte, notaire à Notre-Dame de Bondeville en Seine-Maritime. Les notaires ne se remettent pas au droit des affaires, ils en ont toujours fait et depuis très longtemps. La seule chose, c'est que les notaires n'ont jamais su très bien communiquer sur leur savoir-faire. Et pour compléter ce savoir-faire depuis 2015, les notaires peuvent suivre un parcours pour se former au droit des affaires. D'une durée de 8 jours, cette formation a pour objectif l'obtention d'une labellisation notaire juriste d'entreprise délivrée par le Conseil supérieur du notariat. Ainsi, la palette des services peut se révéler complète.
Maître Caroline Canville de Notre-Dame de Bondeville. On est officier ministériel et en notre qualité de notaire, on confère donc l'authenticité et aussi la force exécutoire. Donc par exemple, signer un bail commercial chez un notaire, ça permet d'avoir un titre exécutoire pour le bailleur qu'il n'aura avec aucun autre intervenant, soit-il juridique, quand bien même un huissier par exemple. En 2017, 124 études ont été certifiées notaires, juristes d'entreprise. Il y en a au total 237 en France. Voilà donc ce reportage commenté par Erwan Maurice. Ici, les notaires, ils savent communiquer, ils nous le montrent. Chaque semaine dans ce Club du Droit, on se retrouve évidemment très vite. D'ici là, vos questions, le club du droit @bfmbusiness.fr et puis l'acte de la semaine dans le prochain numéro. Changer de régime matrimonial. Oui, justement, on en parlait avec Nathalie tout de suite. Très bonne semaine à tous.